Il n'a pas fui, il n'a pas disparu, il aurait été remis. Si l'information se confirme, Paul-Henri Sandaogo Damiba n'est plus un homme en exil, il devient un symbole capturé. À Lomé, quelque chose s'est brisé, pas un accord diplomatique, une ligne invisible, longtemps tolérée, car ce transfert présumé n'est pas un simple geste sécuritaire, c'est une rupture de logique, une décision qui force chaque État de la région à se positionner. Pendant des années, l'exil a servi de zone grise. On y rangeait les anciens dirigeants, on y suspendait les responsabilités, on y laissait le temps effacer les accusations. Mais cette fois, le temps n'a rien effacé, il a accumulé, les soupçons n'ont pas diminué, ils se sont organisés, ils se sont structurés. Ils ont changé de nature, ce qui est évoqué ici n'est pas un désaccord politique, ce n'est pas une rivalité personnelle. C'est une accusation de bascule stratégique. Lorsque des réseaux sont évoqués, lorsque des financements extérieurs sont mentionnés, lorsque l'hypothèse d'une élimination ciblée apparaît, on ne parle plus de pouvoir, on parle de survie d'un État. Et soudain, la question cesse d'être qui est Damiba. La vraie question devient pourquoi maintenant ? Parce que rien de tout cela n'arrive par hasard. Ce n'est ni impulsif ni émotionnel, c'est le résultat d'une accumulation silencieuse, de lignes franchies sans bruit, de seuils dépassés sans annonce. Si ce transfert est réel, alors le message est clair. Certains refuges ne sont plus neutres, certains silences ne protègent plus. Et une fois cette logique acceptée, le retour en arrière n'est plus une option. Pour comprendre ce moment, il faut regarder ce qui a échoué avant, pas ce qui a été annoncé, ce qui a réellement échoué. Quand Paul-Henri Sandaogo Damiba arrive au pouvoir en janvier 2022, l'espoir n'est pas fin, il est brut. Le Burkina Faso est épuisé, l'insécurité gagne du terrain, la confiance civile est brisée. Il n'est pas porté par un programme, il est porté par l'urgence. Mais l'urgence ne suffit jamais longtemps. 8 mois plus tard, le territoire se réduit, les attaques continuent, les pertes s'accumulent et surtout une perception s'installe. Silencieuse, persistante, est-il en train de perdre le contrôle ou de le négocier ? Dans cette région, la question n'est jamais théorique, elle est existentielle. Quand un pouvoir militaire n'assure ni la sécurité ni la clarté stratégique, il devient une faille. En septembre 2022, la rupture est nette. Rapide, sans discours inutiles. Ibrahim Traoré ne prend pas le pouvoir pour convaincre, il le prend pour trancher. Son langage est direct. Son positionnement est frontal, pas de compromis flou, pas de loyauté partagée. Il ne demande pas la validation extérieure, il redéfinit la hiérarchie. À partir de là, le conflit change de nature. Ce n'est plus une lutte interne, c'est un affrontement de trajectoire. D'un côté, une ligne perçue comme hésitante, perméable. De l'autre, une orientation qui ferme les portes, qui rompt les dépendances, qui nomme l'ingérence sans détour. Et c'est ici que tout bascule, car lorsqu'un État commence à dire non, ce ne sont pas ses ennemis visibles qui réagissent en premier, ce sont les anciennes connexions. L'exil de Damiba à Lomé n'efface rien. Il suspend, il met en attente, mais l'attente n'est jamais neutre. Elle prépare soit l'oubli, soit le retour, et quand le retour ne peut plus être politique, il devient autre chose. Ce qui est reproché n'est pas une intention vague. C'est une architecture, les accusations évoquent des canaux, des relais, des financements, pas une colère personnelle, une mécanique. À partir du moment où un ancien dirigeant est perçu non plus comme une figure du passé, mais comme un nœud actif, la lecture change radicalement, on ne parle plus de revanche, on parle de continuité souterraine. Selon les éléments mentionnés, le projet n'était pas de faire pression ni de créer du désordre temporaire. Il s'agissait de décapiter, une élimination ciblée, un symbole frappé au cœur et avec lui l'idée même d'une souveraineté autonome. Car toucher Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement viser un homme, c'est tenter de casser une trajectoire. Une fois cette trajectoire interrompue, le reste suit. Les alliances se fragilisent, les hésitations réapparaissent, les portes extérieures se rouvrent et ce scénario n'est pas improvisé. Il est connu, testé, répété ailleurs. Ce qui rend cette affaire plus grave encore, ce n'est pas seulement l'accusation, c'est le timing, car au moment où ces réseaux seraient activés, une autre dynamique se renforce. L'alliance des États du Sahel cesse d'être théorique, elle devient fonctionnelle. Militaire, politique,
Symbolique, chaque pas vers cette alliance réduit l'espace des manœuvres parallèles. Chaque engagement rend les anciens leviers obsolètes. Dans ce contexte, le silence de certains États devient inconfortable et la décision de d'autres devient irréversible. Si le transfert depuis Lomé est confirmé, alors le Togo n'a pas simplement coopéré. Il a tranché, il a accepté de ne plus servir de zone tampon, de ne plus héberger l'ambiguïté, et une fois ce choix fait, il redéfinit les équilibres régionaux. Ce n'est pas une arrestation qui inquiète, c'est ce qu'elle normalise. Quand une figure en exil peut être remise, alors l'exil cesse d'être une protection stratégique, et quand l'exil ne protège plus, les calculs changent partout. À partir de ce point, l'histoire ne concerne plus seulement le Burkina Faso. Elle commence à peser sur toute l'architecture régionale. Parce que lorsqu'un État accepte de livrer un ancien chef militaire, il envoie un signal que personne ne peut ignorer, ni les alliés, ni les hésitants, ni ceux qui opèrent dans l'ombre. Ce geste, s'il est confirmé, rompt une habitude profondément ancrée, celle de la protection tacite, celle du laissez-passer politique, celle des accords silencieux entre États voisins. Pendant longtemps, ces arrangements ont servi de soupape. Ils évitaient l'escalade, ils maintenaient une façade de stabilité, mais ils avaient un coût. Ils permettaient aux mêmes figures de circuler, de se recycler, de réapparaître ailleurs sous une autre forme. Aujourd'hui, cette logique se fissure, car ce qui est en jeu n'est pas un homme, mais un principe. La responsabilité ne s'arrête plus à la frontière, et une fois ce principe posé, les organisations régionales ne peuvent plus rester abstraites. La CEDEAO, par exemple, se retrouve face à un dilemme, continuer à défendre des mécanismes hérités ou accepter que de nouveaux blocs redessinent la sécurité collective. L'AES ne se contente pas de coordonner, elle impose une lecture différente. La sécurité n'est plus externalisée, elle est internalisée, assumée, mutualisée. Dans ce cadre, les anciens réseaux deviennent des anomalies. Ils ne servent plus l'équilibre. Ils le menacent. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont activés en dernier recours, quand les leviers diplomatiques échouent, quand la pression économique ne suffit plus, quand l'influence médiatique s'épuise. À ce stade, la déstabilisation devient l'outil final. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, c'est une stratégie de saturation. Mais cette fois, la saturation rencontre une résistance différente, plus jeune, plus directe, moins négociable, et c'est là que la situation devient dangereuse, non pas pour un régime, mais pour un modèle ancien qui refuse de mourir. Ce moment révèle une vérité que beaucoup évitaient de nommer. La fragilité de l'Afrique n'a jamais été structurelle. Elle a toujours été relationnelle. Ce qui affaiblissait les États, ce n'était pas l'absence de ressources, ni le manque de compétences, mais la permanence de passerelles invisibles entre le dedans et le dehors, des passerelles humaines, des fidélités anciennes, des dépendances entretenues. Pendant longtemps, ces passerelles ont servi d'assurance. Elles garantissaient que même après une chute, le système restait récupérable, recyclable. Un dirigeant pouvait tomber, mais il ne disparaissait jamais vraiment. Il devenait une option dormante. C'est précisément ce statut qui est aujourd'hui remis en cause. Lorsque des accusations évoquent non seulement une tentative de retour, mais une volonté d'élimination physique, alors le cadre change brutalement. On ne parle plus de succession, on parle d'effacement. Et l'effacement n'est jamais improvisé. Il demande des complicités, des financements, des garanties extérieures. C'est pour cela que cette affaire dépasse la morale. Elle entre dans la géopolitique brute. Si l'objectif était réellement de neutraliser Ibrahim Traoré, ce n'était pas pour ce qu'il dit, c'était pour ce qu'il démontre. Il démontre qu'un État peut rompre sans s'effondrer, qu'une armée peut se réaligner sans imploser, qu'une population peut tolérer le coup de l'autonomie. Ce type de démonstration est contagieux. Et toute contagion doit être contenue. C'est là que le rôle des anciens acteurs devient critique. Ils connaissent les failles, ils connaissent les circuits, ils parlent la langue des deux mondes, mais ce rôle a un prix qui, une fois payé, ne permet plus de retour à la neutralité. C'est pourquoi, si le transfert depuis Lomé est confirmé, il marque une rupture plus profonde qu'un simple geste sécuritaire. Il signifie que certains États refusent désormais d'être des plateformes, des zones d'attente, des terrains d'ombre. Ils choisissent une ligne, et choisir une ligne, c'est accepter les conséquences. Car une fois que la remise d'un ancien dirigeant devient possible, une autre réalité s'impose.
le statut d'intouchable disparaît, et quand ce statut disparaît, les calculs changent pour tous ceux qui misaient sur le temps, sur l'oubli, sur la fatigue collective. Ce moment ne garantit pas la stabilité, il garantit autre chose, l'irréversibilité. L'Afrique entre dans une phase où les décisions ne sont plus temporaires. Elles engagent des trajectoires longues, elles ferment des portes, et face à cela, chaque acteur doit choisir, s'adapter, résister ou tenter de briser le mouvement. Mais tenter de le briser devient de plus en plus coûteux, de plus en plus visible, de moins en moins acceptable. À partir d'ici, il n'y a plus de zone neutre, seulement des trajectoires possibles. Si ce geste est accepté, s'il devient une référence, alors une nouvelle norme s'installe lentement. Les anciens dirigeants ne sont plus des cartes de réserve. Ils deviennent comptables de leurs actes, même après la chute. Dans ce scénario, les réseaux parallèles se contractent. Les intermédiaires hésitent, les financeurs recalculent, le coût du sabotage augmente. Mais cette voie a un prix, elle exige une cohérence régionale, une solidarité réelle, une capacité à absorber les représailles indirectes, car ceux qui perdent leur levier ne se retirent jamais en silence. Deuxième scénario, le geste est minimisé, dilution, flou juridique, silence prolongé. Dans ce cas, le message est inverse. Tout redevient négociable, le précédent se dissout. L'exil retrouve sa fonction protectrice, les accusations s'étiolent, les responsabilités se fragmentent et les mêmes schémas reprennent forme, plus prudents, plus discrets. Le système ancien respire à nouveau. Troisième scénario, le silence domine, ni confirmation ni démenti clair, c'est le scénario le plus dangereux. Car le vide informationnel alimente les mythes, il radicalise les positions, il pousse chacun à interpréter selon ses intérêts. Dans ce vide, les récits concurrents prospèrent, les manipulations aussi, et pendant que l'attention se disperse, les dynamiques profondes continuent. Dans tous les cas, une chose est déjà acquise, le seuil psychologique est franchi. On a cessé de demander si l'Afrique pouvait choisir, on observe comment elle choisit. Ce moment oblige chaque État à regarder son propre reflet, à évaluer ses alliances réelles, à mesurer le poids de ses silences, car dans cette phase, ne rien faire n'est plus une absence de décision, c'est une décision en soi. Ce qui se joue maintenant dépasse les capitales, cela descend vers les sociétés, vers les armées, vers les opinions qui, longtemps, n'étaient que spectatrices, car lorsqu'un ancien dirigeant est publiquement associé à une logique de déstabilisation, la question cesse d'être institutionnelle, elle devient morale, et la morale, une fois activée, ne se referme pas facilement. Les soldats regardent différemment leurs anciens chefs, les citoyens réévaluent les récits passés, les justifications d'hier perdent leur solidité. Ce n'est pas une réécriture de l'histoire, c'est une relecture, et dans cette relecture, certains silences deviennent lourds, certaines protections deviennent suspectes, certaines neutralités deviennent intenables. La ES, qu'on l'accepte ou qu'on la refuse, agit ici comme un révélateur. Elle ne crée pas les fractures, elle les rend visibles. Chaque État doit alors répondre à une question simple mais inconfortable. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver une souveraineté collective? Pas dans les discours, dans les actes, car soutenir sans agir devient vite une posture vide et agir sans assumer expose. C'est pour cela que cette phase est décisive. Elle trie, elle sépare, elle hiérarchise. Les alliances de circonstances montrent leurs limites. Les engagements réels se reconnaissent à leur coût. Et dans ce tri, certains comprendront qu'ils ont trop misé sur l'ambiguïté. D'autres découvriront qu'ils ont déjà choisi sans l'avoir formulé. Ce moment ne promet pas l'unité, il promet la clarté. Et la clarté dans cette région est souvent plus déstabilisante que le chaos. Ce qui se passe ici ne cherche pas l'approbation, cela impose une lecture. L'Afrique n'est plus dans une phase d'attente. Elle est dans une phase de sélection, sélection des loyautés, sélection des récits, sélection des risques acceptables. Que le transfert soit confirmé ou non, le simple fait qu'il soit crédible change déjà le terrain. Il rend certaines stratégies obsolètes, il expose certaines protections. Le temps où l'on pouvait tomber
tomber sans jamais rendre de compte s'efface lentement. Et dans ce glissement, une vérité s'impose. La souveraineté n'est pas un slogan. C'est une suite de décisions coûteuses. Chaque État devra payer quelque chose. En visibilité, en pression, en isolement parfois. Mais ne pas payer maintenant revient à payer plus tard sans contrôle. Ce moment ne sacralise personne. Il ne garantit pas la réussite. Il ferme simplement une illusion, celle d'une Afrique éternellement manipulable. La question finale n'est donc pas qui a trahi, ni qui a résisté. La vraie question est plus inconfortable. Qui accepte de vivre avec les conséquences de ses choix? Car dans la phase qui s'ouvre, il n'y aura plus de spectateurs durables. Seulement des acteurs conscients ou des victimes tardives. À chacun de décider où il se place avant que le mouvement ne décide à sa place.